Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. Les gens, quand ils commentent tu vas aller en enfer, pour eux ils sont individuels. C'est bon, j'ai posté, je vais me coucher. Sauf qu'il y en a des dizaines par heure. Mais en fait, c'est tout d'un coup. Et les gens se disent, ils ne savent pas ce qu'on vit, de vivre de la haine tout le temps par heure. C'est pas qu'un commentaire, c'est des dizaines de milliers. Encore hier, il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Instagram, mais il m'a envoyé des vingtaines de messages d'un coup, vraiment d'un coup. La génération des créateurs de contenu où tout le monde veut être créateur de contenu, tu vois. Mais créateur de contenu, moi de base, je voulais vraiment pas l'être. J'ai rien demandé. C'était pas moi ma volonté de base. Moi, mon de base, c'est dans une école de commerce. Je voulais travailler dans la communication, ça c'est sûr. Dans tout ce qui est création de publicité, etc. J'adorais ça. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse. Aujourd'hui, je reçois Franck, aka Un garçon stupide. Franck nous explique d'ailleurs d'où vient son pseudo et revient sur son histoire qui l'a amené à devenir créateur de contenu. Il nous expliquera aussi son passage à Los Angeles pour la sortie de Barbie avec son partenaire make-up. Bon épisode. Bonjour Franck. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super. Je suis un peu fatigué, mais voilà, le réveil un peu tôt. Les influenceurs se réveillent un peu plus tard, je pense. Mais ouais. 11h, ça me fait Moi, plaisir. j'avais calé l'interview un peu plus tard dans la matinée. Je te jure, faut prévoir ça aux bons horaires. Voilà, donc normalement, on était bon. Écoute Franck, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors, mon parcours débute en Corse. Je suis né en Corse, à Ajaccio, le 13 mars 2001. Voilà, j'ai fait mon petit bout d'enfance là-bas avec mes parents. Puis, pour des circonstances qui nous ont été un peu compliquées à cause du harcèlement, j'ai dû quitter la Corse assez rapidement, vers l'âge de 12-13 ans. Je suis arrivé ici sur la Côte d'Azur. Enfin, ici. En France. Ouais, en France. On appelle ça sur le continent. Quand on habite en Corse, on dit sur le continent. Alors que c'est vraiment c'est la France, quoi. Je suis arrivé sur la Côte d'Azur et quelques années après, du coup, l'influence m'est tombée dessus. J'ai fait quelques vidéos, ça a pris. Et au final, j'ai décidé de saisir la chance et de partir à Paris, là où on se retrouve aujourd'hui. Très bien. Et t'as commencé donc sur YouTube, les vidéos c'était sur YouTube? J'ai commencé sur YouTube. J'ai fait des petites vidéos. Au départ, c'était des vidéos vlog. Au départ, ça on en parlera peut-être plus tard, mais j'étais un influenceur très engagé. D'accord. Dans les questions LGBT. Et du coup, j'ai commencé ça sur YouTube. Je faisais des vlogs de Pride, je faisais comment faire son coming out et tout, tralala. Et après, TikTok est arrivé. Mais TikTok, au début, on avait honte d'être sur TikTok. Tout le monde avait honte. Et du coup, un jour, j'ai essayé de me lancer. Suite à une rupture amoureuse, j'étais triste. Je me suis dit, vas-y, t'as plus rien à faire, lance-toi sur TikTok, personne va te juger, ton copain qui n'existe plus ne te jugera pas. Et du coup, je me suis lancé. Et ça a pris vraiment au bout d'une semaine. Je faisais des contenus un peu loufoques, ça a plu. Ça, c'est il y a 3-4 ans. Et après, j'ai évolué, j'ai fait de l'humour, j'ai fait de l'acceptation de soi avec mon père. Et au final, aujourd'hui, on est sur du maquillage. Donc, t'es passé par différentes étapes, différents personnages peut-être, en tout cas différentes thématiques. C'est ça. Puisque entre les vlogs et aujourd'hui ce que tu fais, c'est du maquillage, ça n'a rien à voir. Voilà, t'es passé par plein d'étapes, mais après c'est naturel, je trouve. C'est très naturel. Et de base, je suis quelqu'un qui est dégoûté par les hommes qui se maquillent. Donc dis-toi que non, je te jure, je regarde des hommes qui se maquillent comme ça, c'est très bizarre et tout. Enfin, quand on raconte ça, c'est très drôle, mais voilà, aujourd'hui on fait du maquillage et je me plais dans ce domaine-là. Très bien. Alors j'ai une première question. Pourquoi un garçon stupide? Parce qu'en fait c'est ton nom de scène. C'est vrai. C'est une sorte de nom de scène, un pseudonyme qui est très bizarre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour un projet qui se profile, il y a eu une réunion avec Brigitte Macron. Et ils ont parlé de moi, ils ont dit un garçon stupide, et Brigitte Macron, on a dit mais pourquoi vous l'appelez comme ça, le pauvre, arrêtez de le maltraiter, alors que c'est vraiment mon nom. Mais ça arrive super souvent, ça. Et du coup je m'appelle un garçon stupide parce qu'à l'époque, durant mon harcèlement, le fait d'être un peu différent, d'avoir les cheveux décolorés, d'aimer les paillettes, d'aimer les couleurs, d'être vraiment à côté enfin tu ressembles pas aux autres, du coup les gens me considèrent un peu comme le bébête de service, l'abruti de service, le mec qui comprend rien à rien, et c'est dommage. Et du coup un jour j'ai suivi un créateur de contenu qui s'appelait Mindless Boy, garçon écervelé, et je me suis dit mais ça me correspond trop, ça me correspond toujours, et je préfère m'offrir une autocritique à moi-même
plutôt qu'on me la fasse. Donc je me dis, vas-y, un garçon stupide et chacun peut avoir son interprétation. Celle-là, c'est la mienne. Et voilà, chacun peut avoir l'interprétation qu'il veut. Super, donc on a craqué le mystère derrière Garçon stupide, mais qui est... mais qui trop non plus. En fait, qui est intéressant parce que ça fait partie de ton histoire, en fait. Donc c'est pas un pseudo choisi pour avoir des followers, mais c'est une continuité de ton histoire que tu as formalisé dans ton pseudo, quoi. Et comment, alors aujourd'hui, comment tu te présentes? Quelqu'un qui te connaît pas, qui te voit pour la première fois, bonjour, je m'appelle Franck ou un garçon stupide, et je suis quoi? La phrase classique, c'est « Bonjour, je suis créateur de contenu spécialisé dans le maquillage ». C'est la phrase basic, mais qui plaît toujours. Et la petite anecdote, hier, j'étais chez le dentiste. Et bon, ça fait 5 ans que je paye chez le dentiste, c'est pas bien du tout. Et sur la fiche, elle me demande de remplir profession. Ah, qu'est-ce que tu mets? Et j'ai marqué créateur de contenu. Mais du coup, je lui ai rendu la feuille, et elle a regardé la feuille, et elle a ri. Et du coup, je sais jamais comment prendre. Est-ce qu'elle s'est foutue de moi? Est-ce que créateur de contenu pour elle c'est pas un métier? Enfin, j'ai marqué créateur de contenu. J'ai marqué créateur de contenu social media et ça pète un peu plus. Tu mets un peu d'anglais, ça pète toujours. Et voilà. Écoute, je crois que maintenant la loi a défini le statut de créateur de contenu. Donc en tout cas, dans le projet de loi de Bruno Le Maire, qui a défini en fait comme étant un métier. Donc maintenant, ça devrait rentrer dans les cases. Je pense que c'est trop récent encore. Ouais, c'est trop récent. Le temps que ça remonte à tout le monde. Mais je préfère largement le terme de créateur de contenu que d'influenceur. Je ne considère pas que j'influence. Enfin, si j'influence, c'est bien. Mais moi, je veux créer du contenu pour divertir. Point. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu te définis comment? Un artiste? Enfin, est-ce que tu es plus artiste qui va sur les réseaux pour montrer son savoir-faire? Ou est-ce que tu es plus créateur de contenu au sens large où je veux influencer, où je veux avoir des followers? Est-ce que tu es entre les deux finalement? Est-ce que tu te sers des réseaux pour mettre en avant ta création ou est-ce que tu es obligé de faire de la création pour exister sur les réseaux? Et je me suis posé la question un peu récemment parce que des fois, tu vois, t'es perdu et je me suis dit que vraiment, je me considérais pas comme un influenceur pour un influenceur qui cherche des abonnés, qui cherche juste de la visibilité, être connu dans la rue, faire des photos, des autographes ou je ne sais pas quoi. Moi, je veux juste créer du contenu pour divertir les gens. Les croiser dans la rue et qu'ils me disent je préfère qu'ils me disent merci, tu m'as aidé à m'accepter, à être ce que je suis, à être plus libre, etc. Plutôt qu'ils prennent une photo parce qu'ils ont vu ma tête. Je préfère largement ça. Les photos, je m'en fiche, mais qu'on retienne de moi que j'ai pu aider les gens. Donc je me considère plus comme un créateur de contenu. Je me considérais pas comme un artiste, parce que les artistes, j'adore voir des artistes, mais je ne considère pas comme un artiste. Mais voilà, je pense que je suis un peu une créateur de contenu. Créateur de contenu qui aime faire ce qui lui plaît et qui aime divertir surtout. Un peu comme un animateur télé, tu vois. Il anime, là, comme tu animes cette émission, j'aime animer quelque chose, animer les gens et animer ce qu'ils veulent voir. Et surtout dans le maquillage, on se rend pas compte, le maquillage c'est dur. Parce que tout le monde fait des unboxings, des crash tests, on en a marre. Et j'ai envie de tester plein de choses. C'est pour ça que je vais dans la rue, interroger les gens. On s'en fout de ce que je porte moi sur mon visage. Qu'est-ce que les gens portent? Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient porter? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que je porte? Ça, c'est plus intéressant. Et j'essaie d'animer un peu plus le maquillage. Donc voilà. Donc tu recherches quand même une mission derrière tout ce que tu fais. Il y a un objectif. Et tu as une mission un peu fil rouge qui est d'aider les gens. De ce que j'entends, parce que quand tu as commencé sur YouTube au début, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. J'aidais les gens. Je voulais aider les gens. Aujourd'hui. Parce que je me dis que à l'époque, quand je me faisais harceler, du coup, à l'âge de 12-13 ans, je m'étais réfugié sur YouTube. C'était le début des créateurs de contenu, des influenceurs LGBT, qui parlaient du sujet LGBT. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Juste le fait de pas être seul, de se savoir pas seul, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me suis dit, des années plus tard, on en parle encore du harcèlement. Il y a encore plein de jeunes qui se suicident du harcèlement. Enfin, ça existe. Et encore, dans 10 ans, on en reparlera, on fera un autre podcast, disons. On reparlera de ça. Mais ça existe encore. Et tant que ça existe, j'ai envie d'aider les jeunes Franck d'aujourd'hui, qui sont actuels. Et au début, c'était vraiment ça à 300%. Mais j'ai vu que mon engagement déplaisait beaucoup aux marques. Et ça m'a beaucoup étonné, alors qu'il y a beaucoup de marques, sans les citer, il y a plein de marques hyper connues qui prônent une belle image, mais qui, quand vous êtes créateur de contenu trop engagé, pour eux c'est trop. J'ai reçu des mails, non, désolé, trop engagé pour nous. C'est-à-dire quoi, trop engagé? Il y a pas de trop engagé. T'es engagé, tu l'es, point. Et du coup, ça m'a beaucoup desservi au début, parce que du coup, même si on est créateur de contenu, on vit de l'influence, donc on a besoin j'ai besoin d'avoir un salaire, quoi. Je prends le risque d'arrêter mes études, par exemple, comme mon exemple, j'ai arrêté les études. Il faut que j'ai un salaire derrière. Donc du coup, après, j'ai essayé de calmer l'engagement. Au fur et à mesure des années, j'ai calmé, jusqu'à depuis 1 an où j'en fais plus beaucoup, mais je l'ai fait plus de manière dissimulée.
Et là, ça marche beaucoup mieux. C'est vrai que tu as fait un clip il y a quelques années, enfin quelques temps, en réponse justement à ce harcèlement entre guillemets des réseaux sociaux, où pas mal de haters t'ont envoyé plein de messages dégueulasses, etc. Et donc tu as répondu avec ce clip. Tu peux parler un peu du cheminement de tout ça pour expliquer alors, le un cheminement, peu. alors Donc, le clip s'appelle Check ça. Voilà, check ça sur YouTube, donc vous allez le trouver assez rapidement. C'est assez drôle comme clip, mais c'est très choquant. J'ai décidé de répondre à la haine avec un peu de choquant, où en fait je me prenais tout le temps le même commentaire et bon, il y a rien qui me blesse sur les réseaux sociaux parce que je pense que quand t'as vécu le harcèlement dans la vraie vie, oui, t'essaies de prendre ça un peu plus à la légère, même si c'est pas bien le harcèlement, qu'il soit dans la rue, sur internet ou au collège, etc. Et du coup, je prenais ce commentaire qui était tout le temps tu te maquilles, tu vas aller en enfer. Tu es gay, tu vas aller en enfer. Tu vas en enfer. Je dis ben d'accord. Du coup, j'ai fait un clip où j'ai imagé le fait que j'étais en enfer ou que j'étais même en fait l'enfer, le diable, si je me permets du terme, le diable qui m'emmène en enfer. Et du coup, voilà, j'ai répondu un peu par le choc. Ça a beaucoup choqué. Ah Voilà, bon j'ai eu beaucoup de retours. Moi, j'ai adoré le faire. Bah ouais. Et j'ai adoré le faire, mais ça a beaucoup choqué. Je comprends que ça choque, mais je pense que il faut un peu choquer les gens pour qu'ils éveillent un peu le sentiment que c'est un peu un signal d'alerte, une petite détresse en mode regardez ce que je vis parce que c'est pas non plus tous les jours facile. Parce que les gens quand ils commentent tu vas aller en enfer, pour eux ils sont individuels. C'est bon, j'ai posté, je vais me coucher. Sauf qu'il y en a dizaines par heure. Après, tu reçois tout. En fait, c'est tout d'un coup. Et les gens se disent, enfin, ils ne savent pas ce qu'on vit de vivre de la haine tout le temps par heure. C'est pas qu'un commentaire, c'est des dizaines de milliers. Encore hier, il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Instagram, mais il m'a envoyé des vingtaines de messages d'un coup, vraiment d'un coup, où il me défonce littéralement. Mais voilà, c'est la vie qu'on vit tous les jours et je voulais faire un clip pour imager ça le plus fortement possible. Ouais, mais... Et même si je me suis un peu grimé en diable, ça a choqué, mais voilà. J'aime le choc pour en tout cas, c'était, je trouve, une réponse plutôt originale, plutôt efficace aussi, parce que du coup, tu montres un peu que tu t'en moques, mais en même temps, ça t'a touché, donc tu réponds point par point presque, avec des scènes différentes. Mais j'ai trouvé ça assez créatif en même temps dans la réponse, versus ce qu'on aurait pu faire basiquement, c'est répondre à chacun et dire ce qu'on pense, machin, et ça aurait réenflammé le sujet, en fait. C'est ça. Donc t'as répondu une seule fois à tout le monde avec ce clip. Mais moi, j'utilise souvent la musique. Bon, là, j'ai arrêté depuis longtemps parce que je suis pas non plus, je suis pas Kenji Girac non plus, je sais pas chanter, quoi. mais là, j'ai fait une musique il y a, je pense, un an ou deux avec mon copain, qui s'appelle 3114, qui est le numéro de prévention contre le suicide. Bien sûr. Et du coup, les gens connaissent pas le numéro 3114. Il est pas si connu que ça. Du coup, on a essayé de faire une musique 3114. Au moins, les gens apprennent ce numéro-là. Donc, il y a toujours une belle ambition derrière la musique. Et je pense que la musique, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme l'art, c'est comme enfin, ça aide les gens. Bien sûr. Et ça peut les guider. Et si j'ai pu, avec mes musiques, faire quelque chose, pourquoi pas en faire une l'année prochaine, je sais pas. Bah oui, tu referas un 30-18 pour mettre en avant e-enfance avec évidemment. Justine qu'on a reçu il y a pas longtemps, qui du coup est une très belle cause puisque du coup elle aide sur le harcèlement sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est là où ça se passe aujourd'hui. Et donc, il lutte contre le harcèlement en ligne. Donc, je vous conseille quand même d'écouter cet épisode parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur la façon dont les plateformes agissent ou n'agissent pas contre ces sujets-là. Parce que c'est quand même un sujet de plateforme au début aussi, sur lesquels, alors on doit laisser les gens s'exprimer, mais à un moment donné, il doit y avoir des petits blocages quand même de haters ou de bots qui viennent des fois vraiment s'acharner sur des gens. Quand tu reçois 20 messages d'un coup, alors soit c'est une seule personne, soit c'est un bot automatisé qui envoie ce genre de messages à plein de gens différents. Il y a aussi des mécaniques et des outils, tu vois, qui sont ciblés. C'est ce que tu appelles même dans les cyberattaques, c'est que tu as des fermes de bots qui ont des messages préprogrammés et qui envoient une série de comptes qu'ils ont mis dans une base en même temps, ce qui fait du coup, qui peut être choquant pour celui qui reçoit, parce qu'il reçoit 20 messages d'un coup. Et c'est là où tu t'en souviens et qui te marque. Et c'est l'objectif qu'ils ont aussi des fois, d'avoir des actions comme ça, de full message pour déstabiliser les gens et les toucher. Et en plus, les réseaux sociaux, on est de plus en plus jeunes sur les réseaux. On voit bien. Les influenceurs se créent dès le plus jeune âge. C'est ça qui fait un peu peur sur les réseaux. Ben moi, par exemple, si je me prends un terme très grossier, très homophobe, là maintenant, je vivrais assez tranquillement, je zappe. Mais imagine à 12-13 ans. Voilà, t'es un peu plus jeune, tu reçois un commentaire comme ça. Ça fait mal, hein. Parce que c'est vrai que t'avais le harcèlement du collège, où je vais caricaturer, mais t'as peut-être 20 personnes qui peuvent être. Mais en un an, ça m'a beaucoup appris. Autour de toi. Mais si t'es sur des réseaux et que tu te fais harceler sur les réseaux et que t'as des centaines. Et t'as jamais connu des ça centaines de gens qui te harcèlent,
le niveau du harcèlement n'est pas le même et l'impact psychologique n'est pas le même. Donc c'est ça le danger des réseaux aujourd'hui, c'est que la filtration, la modération, pas forcément mis en place comme il faudrait, mais c'est difficile comme sujet. C'est pas si évident. C'est pas de se dire on stoppe au bout d'un moment. Non, il faut filtrer le vrai du faux, le bot de l'humain et avoir parce que c'est de la protection qu'il faut avoir à ce moment-là. Et c'est vrai que e-enfance pour le coup répond beaucoup à ce genre de problématiques et est très très sollicité sur ce sujet. Donc on en voit de plus en plus. Qu'il faudrait qu'il y ait, sur les réseaux sociaux, c'est un sujet dont je parle pas beaucoup, mais je pense que c'est hyper important, qui est chez chacun des réseaux sociaux, un chez Instagram, un chez TikTok, un chez je sais pas où, qui puisse en fait, qui soit juste vraiment en charge des commentaires. Tu sais, par exemple, au tout départ, quand je suis arrivé sur TikTok, le mot P, plus loin, D, ça, tu peux le marquer, mais tranquille. Tu peux le marquer, il se publiait. C'est-à-dire que tu l'as vraiment tranquille. Puis après, ils ont trouvé des dérives en ajoutant des petites lettres au milieu. Ils ont ajouté bref. Et en fait, l'insulte évolue toujours, tu vois. Et je pense qu'il faudrait quelqu'un qui est en charge de ça. Voilà, et dès qu'il voit un commentaire en mode, OK, ce terme-là, maintenant, est utilisé. Surtout que c'est assez facile, mécaniquement. C'est hyper simple. Et en plus, TikTok, Instagram et tout, ils ont une plateforme. Enfin, c'est fou pour eux, c'est hyper simple. Donc, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui est en charge, qui suit l'évolution du harcèlement, des termes péjoratifs. Là, le terme homophobe que je vis maintenant sont différents de celui qui est l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors, après, tu vois, Justine nous en parlait justement parce qu'elle a des rendez-vous avec tous les safety. Il y a une personne qui est en charge de ces sujets par plateforme. Donc, elle a des rendez-vous réguliers avec eux. Et après, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en message privé. Et là, c'est compliqué pour une plateforme de dire à ses abonnés, voilà, j'écoute vos messages privés. Parce qu'en fait, si tu dois filtrer un mot, ça veut dire qu'il faut que les messages passent dans une moulinette. Ouais. Et donc, ça veut dire que je peux être potentiellement accusé d'écouter vos messages ou de lire vos messages. Ce qui, du coup, est un problème juridique aussi. Donc, c'est compliqué. Mais quand tu vois qu'Instagram, dès que tu mets une nudité, une photo de nu, elle est immédiatement supprimée, tu pourrais imaginer le même principe pour des mots. Interdit et que tu supprimerais d'un coup. Parce que c'est quand même des vrais sujets de gouvernance de plateforme. Twitter en a fait les frais, puisque c'est quand même la plateforme des haters number one, où justement tout se fait, tout se défait, et les opinions se font et se défont sur Twitter à cause de ces bots et à cause de ces harcèlements, entre guillemets, sur des personnes, mais aussi sur des changements d'idées politiques, sur des influences politiques plus ou moins véridiques, quoi. Donc c'est vrai que c'est des plateformes. Parlons d'autres choses de plus léger, sans être trop lourd non plus, mais on parle de Barbie, on a parlé de Barbie longtemps, qui étant une grosse machine marketing. Donc je sais que tu es passé à Los Angeles pour vivre une expérience Barbie. Est-ce que tu peux nous raconter avec qui et qu'est-ce que tu as aimé dans ce voyage? Alors moi, j'étais écrabouillé par le marketing de Barbie. J'ai tout vécu, je suis très content parce que ceux qui ont vécu le marketing de Barbie aient la chance de vivre à ce moment-là, parce que je trouve ça fou ce qu'on a vécu. Même si c'est que du marketing, c'est du marketing, mais je trouve ça incroyable. Alors moi, du coup, j'ai eu la chance de partir à Los Angeles pour le lancement du film Barbie, aux côtés de la marque NYX Professional Makeup, qui est une marque de maquillage du groupe L'Oréal. Dont je suis ambassadeur et dont je représente très souvent la marque, et j'ai pu du coup représenter la marque à LA qui est l'endroit où en fait a tout simplement été tourné le film Barbie, enfin des majeures scènes à Venice Beach, et du coup on a été invités tous les influenceurs NYX du monde entier, les NYX République Tchèque, NYX Canada, NYX, enfin vraiment tous les influenceurs de tous les pays ont été réunis dans un même endroit. On a fait pendant 4 jours la fête, mais la fête tout en promouvant évidemment la collection. Chaque événement avait un lien avec la collection et c'était super bien ficelé, super propre. Et quand je suis rentré du coup de LA, hop, soirée NYX en France, c'était une roller party. En fait, on enfilait nos rollers, on faisait du roller, mais tout en promouvant également la collection. Quand je suis rentré également, avant-première du film français, invitation cette fois par Warner, mais tout avec la présence de NYX. Enfin, beaucoup d'événements. Et notamment aussi Primark, qui m'a envoyé toute leur collection Barbie. Enfin bref, tu sentais que derrière il y avait vraiment. Il y a une grosse machine. Hein, ouais. Ah ouais. Il y a énormément de partenaires derrière la franchise Barbie. Des fois, il y en a qui disent que c'est un peu trop, mais ce que je trouve sympa quand même dans ce côté-là, c'est comme tu as un univers très développé de Barbie. Chaque marque est rentrée dans cet univers avec sa porte et son réseau d'influenceurs, et c'est ça qui est sympa, je crois. Et le rose, c'est illimité. Le rose, c'est illimité. Ouais. Du coup, tout le monde a fait du rose. Et le truc qui est drôle, c'est que même ceux qui n'ont pas eu la licence
ont quand même, on peut citer des marques. Ouais, bien sûr. Même Fenty Beauty a sorti un rouge à lèvres rose, alors qu'on l'a jamais entendu sortir un rouge à lèvres rose, mais du coup pour l'occasion, on sort un rouge à lèvres rose. MAC Cosmetics, il va sortir un fard à paupières rose. Ils ont tous, en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient un produit rose en attente, qu'on attend le bon moment. Ouais. Et en fait, tout le monde a surfé dessus et c'est une machine énorme. Et moi, je suis fier d'avoir vécu cette période du marketing. Et le voyage à LA était extraordinaire. Ouais. Et encore, nous, en France, je trouve qu'on est tranquille. Hein. Là-bas, les bancs sont Barbie. Il y a des panneaux de 450 mètres avec marqué Barbie. De partout, il y a du Barbie. Et c'est hallucinant. Starbucks, Barbie. C'était vraiment, on se noyait dans Barbie. Ah, c'était incroyable. Là-bas, c'est 600 fois plus qu'ici. Hein. En France, on se plaint parce que on est français, mais là-bas, c'est la folie. Hein. Là, c'est le siège social. Là-bas. Ah oui, le siège social de Barbie. Mais du coup, Nix a sauté sur ça. Ils ont réussi à avoir la licence. C'est la seule marque de maquillage. Pas être facile en même temps. Là, ça fait 3 ans qu'ils doivent négocier ça. C'est ça, c'est les négos. Ça date pas d'hier. Hein. Parce que t'as une licence, t'as une marque par sujet, j'imagine. Donc ça. Le maquillage, le café Starbucks, ils ont fait. Par exemple, ils ont eu Avatar aussi. Nix, ils ont eu Avatar. Ils ont pas fait autant que Barbie parce qu'ils savaient que Barbie ça allait marcher. Ouais. Et la collection s'est écoulée. Je crois qu'elle est déjà en sold out. Donc c'est un bon pari. Et ils ont pris le risque à faire des petits produits make-up qui ressemblent à des jouets. C'était un risque. Bah ouais. Ça aurait pu ne pas plaire, mais ça a super fonctionné. Mais voilà, on peut être fier d'avoir vécu le marketing Barbie. Je sais pas s'il y a un rose Barbie officiel. Tu vois, je sais même pas si le code couleur rose Barbie existe. Mais je te jure, ils devraient l'inventer. Mais je vais chercher, je vais regarder parce que je pense que ça a dû être déposé parce que tu dois avoir un rose. Mais il y a tellement de roses, mais en tout cas, je crois qu'il y avait un petit rose Barbie qui était déposé. Je pense que ça doit exister. En tout cas, on a vécu une expérience de dingue et une expérience comme j'ai pu te le dire en off. Quand tu fais un voyage de presse avec une marque, tu vis un voyage comme personne ne peut le vivre. C'est pas un voyage classique où tu vas à LA. Quelqu'un qui va à LA ne vivra pas cette expérience. Expérience de dingue, chauffeur, le bus Barbie. Ah ouais, évidemment. Donc là, t'es plein dedans, en plus. Tout était énorme. Et t'as pas fait la maison, hein. J'ai pas fait la maison. C'était un autre partenariat avec Airbnb. Mais c'est juste fantastique que tu peux louer, je crois. Tu peux louer. Et attends, gratuitement. Justement, c'est un coup de pub, hein. Toujours un coup de pub pour Airbnb. Et la maison est gratuite. Voilà. Mais je pense que là, on est le 24 juillet, là, on tourne ça. Mais je pense que les gens vivent là en ce moment dans la maison Barbie, hein, au moment où on parle. La chance. C'est ouf. Donc chacun fait son selfie. Bon, je dis la chance, mais j'ai quand même vécu un truc de fou. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, alors. Du coup, c'est ça qui est intéressant ou pas dans les voyages? Parce que dans les collaborations, t'as 2 types de collaborations. T'as des collaborations à distance, c'est-à-dire que tu dois faire des contenus pour des marques, etc. Et puis, il y a des collaborations événementielles où tu peux voyager, où t'es invité dans un endroit incroyable. Nous, on s'était croisés à Cannes pour la soirée Magnum, par exemple, qui fait partie un peu des soirées événementielles de Cannes. Mais qu'est-ce que tu aimes dans l'influence? Est-ce que ce genre de collaboration où il y a des voyages, où il y a de l'événementiel, de l'expérientiel, ça te plaît beaucoup, ça? Ah, ça me plaît énormément parce que ça crée des souvenirs. Là, on parle de LA, mais l'année dernière, en octobre, Nix m'a envoyé à Las Vegas. Tu vois, donc la ville la moins réelle au monde, une ville folle, une ville de folie, et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, tu te crées des souvenirs. Et en vrai, bon, c'est toujours cool de faire des collaborations chez soi et tout. Mais en fait, c'est vraiment du travail à 300%, tu vois. Alors que le fait de partir, tu travailles tout en profitant et en kiffant. Et que ce soit LA, Las Vegas, je suis parti à Venise aussi avec Too Faced. C'est fou ce qu'ils nous proposent, et c'est des expériences inimaginable. Venise, on est rentré dans une pièce. On était tous déguisés avec des costumes extraordinaires. Et je regardais une série, je me disais jamais je vivrais un truc comme ça. Une série où en fait ils se déguisaient pour une soirée. Et je disais jamais je vivrais un truc comme ça. Et justement les marques ont pu m'offrir ça. On peut m'offrir cette expérience de dingue, des trucs où je vais m'enterrer avec. Tu vois, je me souviendrai toute ma vie. Et ou même peut-être des expériences avec ma famille. Au Nix, on a fait une pub télévisée. Et du coup, il y avait mon père dedans. D'accord. Et mon père, du coup, on l'a ramené à Paris. Il a fait un shooting d'une journée. Trop sympa. C'était incroyable, tu vois. Et mon père, il s'en souviendra toute sa vie. Et il est tellement heureux d'avoir fait ça. Donc, ça crée des souvenirs de fou. Et je pense que on retient beaucoup de la marque à travers ça. En faisant des collaborations, des fois, tu vas avoir des mauvaises expériences. T'es chez toi, tu lis un brief. Non, tu refais la vidéo 4 fois. T'es énervé. Alors que là, tu vis le truc en direct. Ça te permet de te rapprocher de la marque aussi. Et puis ça humanise un peu la relation, et donc tu vois des gens de la marque. Il y a des gens qui existent derrière la marque, mais ça c'est important de les voir et de bien t'entendre aussi avec eux potentiellement aussi, c'est intéressant. Enfin, c'est important, je trouve.
Et puis tu rentres peut-être plus dans l'univers de la marque, donc tu as une relation différente après, j'imagine. Bien sûr. Du coup, si par exemple je faisais ça à distance, j'aurais pas pu discuter avec souvent il y a des agences entre, tu sais. Ouais. Il y a l'agence qui représente la marque, donc Bien du coup sûr. tu parles jamais à la marque. Et là du coup en fait d'être en direct, tu discutes avec elle, elle peut te dire également, tu sais, quand je suis parti à Los Angeles, j'ai fait une collaboration avec NYX pour leur programme de fidélité, mais tu sais quand tu publies une vidéo, t'as jamais les retours en vrai. Toi, t'envoies les stats, mais est-ce que t'as les stats retours? T'en as pas. Mais savoir que la vidéo, elle a super bien marché, ils ont eu plein d'adhésions au programme fidélité. Enfin, ça fait plaisir de savoir ça, tu vois. Oui. De se dire, mais ça, tu le sais que en direct. Ouais, nous, on débrief les créateurs très bien, en fin de campagne sur ce qui a marché, pas marché. Très bien. Et on donne même des petits conseils d'amélioration, éventuellement. Bien sûr. Si, pour que l'influenceur, en fait, apprenne aussi de ce que veulent aussi les marques, tu vois. Et même d'apprendre de nos erreurs. Bah oui. Et puis c'est pour ça que j'ai fait ce podcast au début aussi, c'est pour se dire, les marques et les créateurs se parlent de moins en moins, parce qu'il y a des agents, il y a des agences d'agents, il y a beaucoup parce que quand même 90% du marché, c'est ça. Et c'est bien qu'ils puissent s'écouter, s'entendre à micro interposé pour savoir quel est l'objectif de la marque quand ils font appel à des créateurs. Bien sûr. Et inversement, qu'est-ce que les créateurs attendent des marques. Et là, tu vois, ce que je retiens, c'est quand même le côté expérientiel, humain, que tu peux avoir en rencontrant les gens aussi, et en discutant, parce que c'est pas juste des briefs et des mails et des WhatsApp, quoi. Tu crées des liens avec les créateurs qui sont invités là-bas, avec des autres pays aussi, des créateurs internationaux. Ça, si tu fais des contacts, à LA, j'ai rencontré, je suis pas sûr que tu connaisses Patrick Starr. Non. Patrick Starr qui est propriétaire de la marque One Size, disponible du coup chez Sephora. Et je l'ai rencontré de vive voix, on a parlé et tout, c'était fou. Et ça c'est que des expériences que je pourrais vivre là-bas. Tu sais, des créateurs que tu suis aux États-Unis, ils étaient tous là-bas. Donc ça crée des liens, tu peux faire éventuellement des vidéos ensemble, des collaborations futures. Enfin, à la fois du coup tu profites du voyage, tu crées du contenu pour la marque aime, tu te rapproches de la marque, tu te fais plein de contacts, tu te crées un réseau. Enfin, c'est vrai que nous, dans beaucoup d'expériences qu'on a pu faire avec des influenceurs étrangers, notamment sur Magnum, tu vois, il y a à peu près 10 pays tous les ans qui viennent. Les créateurs se sont fait des relations et ont fait des collabs ensemble. Il y avait notamment des Philippins, très très forts aux Philippines, tu vois, sur certains sujets, qui a fait une collab avec un influenceur, je sais plus de quel pays, mais en tout cas qui se sont connus à Cannes et qui après ont continué de s'écrire et d'échanger, et à un moment donné, ils ont pensé aux deux pour faire la collab ensemble. Donc ça fait partie aussi, je pense, de l'enrichissement et de voir comment l'influence est aussi faite dans d'autres pays. Parce que tu peux voir aussi que certains pays sont très développés sur ces sujets-là, d'autres pays un peu moins, et puis selon les pays, il y a des approches différentes. C'est vrai. T'as certains pays où il y a une approche RP, vraiment. Certains pays où les créateurs sont des célébrités, notamment la Turquie. La Turquie, tu vois, est un vrai pays où tous les créateurs sont des gens issus de la télé, mais animateurs, pas télé-réalité, ou bien des personnalités publiques. Donc c'est encore différent. Okay. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je crois, parce que même toi, d'avoir découvert finalement ta NYX Family Worldwide, tu t'es dit waouh, c'est énorme. Tu vois jamais, quoi. Les contenus qu'ils font eux, ils sont totalement différents du tien. Donc ça peut t'inspirer aussi, ou même ça. Bien sûr. Moi, je me suis beaucoup inspiré. Mais justement, alors je me souviens plus de son nom, mais je suivais un garçon qui m'a beaucoup inspiré dans la manière dont il s'exprime dans les vidéos. Il fait beaucoup de sons avec sa bouche, il fait beaucoup de cris, d'onomatopées. D'accord. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Et je l'ai rencontré du coup à LA. Je lui ai dit waouh, j'adore ce que tu fais et tout. Et du coup, on est resté en contact, on s'est suivi Trop et tout. Et vraiment, je pensais jamais le rencontrer de ma vie, tu vois. Parce qu'entre pays, tu te dis, je suis des gens aux États-Unis, mais point. Et au final, tu les rencontres et ça crée des affinités. Et ça, c'est super bien. Ouais. Et c'est l'occasion pour les voyages de le faire. Ça aussi, c'est le pouvoir des marques. C'est de rassembler des talents qu'ils ont choisis par pays, par thématique, etc. Et de pouvoir. C'est pour ça que le choix est important. Donc, tu vois, on avait organisé l'année dernière les About You Awards. Okay. Donc, About You, marque allemande, concurrente Zalando. Et tous les ans, alors cette année ils l'ont pas fait, mais ils font des awards. Okay. Donc on avait chaque pays, donc il y avait 12 pays, nous on représentait la France. Et on a fait une sélection de créateurs qui rentraient dans des catégories qu'ils avaient mis pour recevoir un prix. Et effectivement, tu avais plus de 300 créateurs du monde entier. Des gros, hein. On avait Kaby Lame, tu vois, sur TikTok, enfin des gros profils et des gens évidemment que tu pourrais pas rencontrer comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça plus intéressant presque le prix en soi que le award, parce que tu avais 200 créateurs plutôt européens qui se sont rencontrés, qui ont échangé et qui peut-être vont faire des choses ensemble après, tu vois, en termes de collab. Ouais.
Et c'était incroyable d'avoir tous ces gens-là réunis dans un seul lieu, quoi. Tu crées un réseau. Et ça, c'est le pouvoir des marques aussi, de pouvoir créer des campagnes ou des événementiels pour réunir ces gens-là. Mais d'où le choix des créateurs qui est très important. Ah oui. Parce que des fois, il y a des loupés et tu le vois et c'est raté, quoi. C'est raté, c'est raté. Donc, très important aussi. Ouais. Aujourd'hui, comment t'es organisé? Parce que du coup, t'as pas mal d'activités, t'as pas mal de collabs. Aujourd'hui, t'es en agence. C'est ça. Mais comment t'es organisé au quotidien? Ou qu'est-ce que l'agence t'apporte aujourd'hui? Déjà, est-ce que c'est un bon modèle? Je sais pas, c'est une question qu'on se pose. Alors déjà, mon organisation dans la vie de tous les jours, avant l'agence, quand j'étais pas du tout en agence, c'était un peu un combat, on va dire, de trouver, répondre aux mails, savoir quoi répondre aux mails, savoir se tarifer. Parce que c'est dur de se mettre un tarif. Juste, ouais, bien sûr. Et en plus, encore plus dans les réseaux sociaux, comment tu tarifes une story, comment tu tarifes un TikTok, un Reels, enfin, c'est une galère pas possible. Donc au final, après quelques années de galère, je suis rentré dans une première agence où c'est super bien passé, où je voyais des tarifs fous. Je disais, c'est pas possible. c'est pas possible, tu vois. Et le truc qui faisait un peu plus de peine, c'est que je disais, ma maman elle était soignante et des fois je pouvais toucher 3 fois plus qu'elle, tu vois. Ouais, et ça c'est compliqué. Ouais. Et là, ça m'a au début, et pourtant je pourrais être heureux, hein, ça m'a fait un peu mal. Je me suis dit, wow, ok, donc en fait il y a une phase cachée dans ce monde où tu peux faire un peu moins que quelqu'un, mais gagner beaucoup plus, tu vois. Voilà, c'est un peu c'est le business comme ça, c'est le marketing, un peu de tout. Hein. Au final, voilà, j'ai passé un bon temps dans cette agence, j'ai beaucoup évolué avec cette agence. Puis récemment, j'en ai évolué dans une autre, là où je suis actuellement, où c'est totalement différent de mon ancienne agence. C'est-à-dire que là, j'ai une talent manager qui me représente, peu importe dans les dîners quand je peux pas être là, dans des événements quand je peux pas être là, auprès des marques, celle qui négocie mes tarifs, etc. Mais une fois qu'elle a fait le travail, après j'ai une chef de projet qui elle va gérer toute la partie créative, elle va répondre directement à la marque. S'il y a un brief, s'il y a quelque chose à dire sur un brief, elle va elle-même dire à la marque ça lui plaît pas ça. C'est elle dont j'envoie les statistiques. Enfin bref, c'est vraiment la chef de projet sur chacune des collabs. C'est celle dont je parle le plus, quasiment tous les jours, tout le temps. Donc voilà, il y en a une qui répond à mes mails pour les portages, c'est-à-dire les produits qu'on peut m'envoyer offerts gracieusement. Il y a une qui va répondre pour mes événements. Il y en a vraiment. En fait, c'est ça que j'aime dans cette agence, c'est qu'il y a vraiment un poste dédié à chaque sujet. Voilà. Ouais. Et avant, du coup, là où avant mon ancien agent faisait tout, donc du coup des fois on s'y perdait un peu, des petits loupés, des petits manquements, etc. Là, il y a jamais de manquement et c'est vraiment cool. Il y a une partie juridique qui est très importante, on s'en rend pas compte, mais quand j'étais tout seul. J'aurais pu me faire, désolé du terme, mais carotte. J'aurais pu me faire avoir par une marque. Et j'aurais jamais pu m'en sortir. Je prends un petit avocat, mais elle doit avoir un avocat de fou, tu vois. Donc au final, je m'en sors pas. Et là, il y a une partie juridique très importante. Et il y a un soutien émotionnel aussi. La dernière fois, au mois de juin, j'ai eu beaucoup de collabs au mois de juin. Je m'en sortais pas. J'en pouvais plus, j'étais fatigué. On en parlait de la santé mentale qui est très importante. Ouais. Mais là, je m'en sortais plus. La santé mentale, je la perdais. Et du coup, j'ai dit, bon, stop. Là, je suis fatigué. Laissez-moi 4-5 jours de répit, juste pour 4-5 jours. Tu vois, je demande pas grand-chose. Hein. Ouais, j'aurais pu demander 2 semaines ou quoi, 4-5 jours juste pour me remettre de mes émotions. Elle a dit, ok, pas de souci, on décale tes collabs et tout. Elle a appelé toutes les marques, etc. pour décaler les collabs. Donc voilà, c'est l'importance. Après, moi, dans ma manière créative, comment je m'organise, je tourne mes vidéos le plus le soir. Là, comme je te disais, là. Donc là, t'as fait une grosse nuit de tournage. Cette nuit, j'ai tourné toute la nuit jusqu'à 7-8 heures du matin. Waouh. Et là, je suis là à 11 heures. Mais bon, c'est la fast life et je me dis que, ouais, c'est cool, c'est que du bon, c'est positif. Tant que je le vis comme ça va. Mais des fois, c'est dur et je travaille tout le temps la nuit. Pourquoi je travaille la nuit? Parce que c'est dans ces moments-là où personne ne m'envoie un message. Ouais. Parce que la journée, il suffit que là, du coup, ma chef de projet m'envoie un message, ok, la collaboration Mac, ils veulent que tu changes ça. Du coup, je dois retourner, etc. Le stress, l'angoisse, enfin bref, j'ai trop d'angoisse la journée. Je pourrais tourner la nuit tranquillement avec ma petite clim, ma petite lumière. Donc voilà comment je m'organise. Mais dans un futur proche, j'aimerais mieux m'organiser avec un bon planning, un bon calendrier. Ouais. Tu te lèves le matin à 11h, tu fais ton podcast, puis après tu vas tourner ta vidéo. Sachant que quand je vais rentrer, là, je vais dormir. Un programme, ouais. Et là, ton agence fait pas ton programme ou ton planning, non. Ah non, mais pourquoi pas? Il pourrait le faire. Il pourrait. Mais c'est de moi-même, je sais que je m'y tiendrai pas. Ouais. Mais voilà, à la limite, quelque chose d'important, faudrait que plus vers la rentrée, je m'organise un peu plus. Sachant que là, je sens qu'il y a une phase ascendante où je suis beaucoup plus invité aux événements. Donc il faut gérer aussi les événements. La présence des événements. Et quand t'es en déplacement, tu peux pas faire tes collabs. Exactement. À côté. Et il faut se maquiller, surtout que il y a le temps de maquillage, tu vois. Ça prend du temps, quand même. Donc, j'ai un événement à 18h, je commence à maquiller vers 14h, tu vois. 4 heures avant, tu vois.
Donc voilà, ça me tue une moitié de journée, mais c'est cool quand même. Hein. Là, tu te maquilles toi-même, hein, ouais, d'accord. toujours moi-même. Donc ça prend du temps aussi parce que. Je m'étais fait maquiller d'ailleurs à Cannes pour la petite anecdote. Ouais. Quelle horreur, je me suis fait louper. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça, donc je préfère toujours me maquiller moi-même. C'est mieux, ouais. Bah, c'est toujours sujet pour le coup. Tu vois. En plus, je suis quelqu'un qui n'a pas de sourcils, donc c'est dur à gérer quelqu'un qui n'a pas de sourcils en maquillage. Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ok. Et aujourd'hui, dans toutes tes expériences que tu as pu faire d'événements, de voyages notamment, tu as 2-3 rencontres incroyables que tu as pu faire. Alors, tu nous en as cité une à Los Angeles, mais au niveau des créateurs, où est-ce que tu t'es fait des potes, où tu as vraiment un lien fort avec des gens que tu as pu rencontrer en événement? Ça, c'est une bonne anecdote, et en plus, j'en parle jamais parce que je trouve jamais le moyen d'en parler. C'est qu'au début, quand je suis arrivé à Paris, parce qu'à Paris, c'est la ville des influenceurs, enfin, il y a que des créateurs de contenu de partout. Et en plus, quand tu fais des événements, tu vois toujours les mêmes têtes, bref. Et au début, j'avais plein d'amis créateurs de contenu, mais plein, avec ça, en fait. J'avais aucun ami qui ne faisait pas la création de contenu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un milieu très compliqué, on en reparlera peut-être plus tard. Un milieu très compliqué, avec beaucoup de, enfin, les gens veulent tellement de toi et veulent même pas de toi, en fait, ils veulent de ce que tu as, de ce que tu gagnes, de tes abonnés, etc. Anecdote assez folle pour un peu imaginer la chose. J'ai été invité à un événement d'un lancement d'une émission de maquillage, style Glow Up sur Netflix, la même chose mais version française. Et j'en parle bref, je suis invité et il y a plus de place. Et je sais qu'il y a un ami à moi qui est fan absolu de cette émission. Et il a dit, s'il te plaît, trouve-moi une place et tout. J'ai dit, écoute, moi, j'en ai pas personnellement, mais je te donne le contact, tu vois. Et quelqu'un derrière, un créateur de contenu, qui a entendu la discussion et s'est permis d'aller envoyer un message en mon nom. Je viens de la part d'un garçon stupide. Il m'a dit que je pouvais venir, etc. J'ai jamais dit ça, tu vois. Wow. Et il y a des gens qui utilisent ton nom qui. Ouais, donc c'est un milieu d'opportunistes. C'est un milieu d'opportunistes qui, et le problème, c'est que si cette personne faisait quelque chose de mal à cet événement, bah, en mon nom. Bah oui, t'aurais été responsable quelque part. Responsable, et voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc j'ai essayé de vraiment faire un énorme tri. Aujourd'hui, j'ai 2-3 amis qui sont créateurs de contenu et à qui je fais des vidéos, avec qui j'ai la confiance de faire des vidéos, et aussi dans le milieu amoureux, faut le dire. Bien sûr. J'ai rencontré des garçons qui voulaient tout simplement voir mes amis dont ils étaient fans. Ah, ça, ils étaient fans de mes amis, mais pas potentiellement de moi. Moi, je m'en fous qu'ils soient fans de moi, tu vois. Mais le fait qu'ils voulaient tout le temps qu'on aille au café, ça serait bien qu'on voit cette personne, ça serait bien qu'on voit ce créateur de contenu là, ça serait bien qu'on voit cet influenceur là. Donc voilà, c'est très compliqué, mais voilà, j'ai quelques amis donc dans qui je peux me reposer et voilà. Après, c'est vrai que c'est un milieu très concurrentiel. Bien sûr. C'est un milieu très opportuniste. T'as beaucoup de créateurs. Alors moi, tu vois, je fais ça depuis 2010 où j'ai l'agence, donc ça fait presque 13 ans aujourd'hui. Donc j'en ai vu passer. Et je vois les comportements évoluer aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la phase business, ce qui est pas la meilleure phase entre nous, mais qui va redescendre et je pense qu'il va s'aplanir un peu. Mais c'est vrai que du coup, t'as beaucoup d'opportunistes en tant que créateur. Même tu vois, nous des fois en agence, on voit. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en agence pour voir des créateurs. Ouais, pour faire les soirées. En plus, ils connaissent de plus en plus les ficelles parce que. Et ensuite, ils se disent, tiens, moi, je suis people parce que je vais aux soirées des créateurs. Et en fait, c'est via l'agence. Et tu le vois, ça, aux influenceurs, aux événements. Bah oui, tu les vois. Tu les vois, aux événements, tu vois des gens qui veulent apparaître sur toutes les stories, sur tous les TikTok. Juste pour s'inventer une vie. C'est ça, et c'est triste parce que c'est triste. Enfin, c'est un phénomène de génération, la génération des créateurs de contenu où tout le monde veut être créateur de contenu, tu vois. Mais créateur de contenu, enfin, moi, de base, je voulais vraiment pas l'être. Enfin, j'ai rien demandé, hein. C'était pas moi ma volonté de base. C'était pas ton objectif premier. Moi, de base, j'étais dans une école de commerce. Je voulais travailler dans la communication, ça c'est sûr. Dans tout ce qui est création de publicité, etc. J'adorais ça. Au final, je suis tombé là-dessus parce qu'au final, les circonstances ont fait que. Mais en fait, j'ai l'impression que plus on cherche à être créateur de contenu, moins on l'est. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça, j'ai vu ce milieu d'opportunistes, etc. J'ai essayé de réduire et voilà. C'est pas plus mal. J'ai mon copain et moi et ça suffit. Ouais. Après, c'est bien aussi d'avoir d'autres cercles d'amis qui sont pas dans le milieu. Exactement. Pour avoir aussi un équilibre, tu vois. Parce qu'après, c'est vrai que quand tu sors beaucoup, bah, du coup, tu vois les mêmes gens, donc petit à petit, peut-être avec certains, tu peux créer des amitiés, etc. Mais de l'autre côté aussi, tu sais, Mais après, quand t'as quelqu'un qui est à côté de ce milieu, il va pas forcément comprendre. Et ouais, il peut être envieux aussi. Ce qui se passe. Tu vois. Ou il peut se dire, bah tiens, moi aussi, je pourrais faire ça plutôt que travailler au bureau tous les matins. La partir à LA en mode, ouais, pourquoi il part à LA et pas moi, tu vois. Ouais, ça peut créer aussi des distances. Des distances. C'est vrai que c'est un sujet qu'on parle souvent au podcast. C'est le côté un petit peu solitude du métier. Parce que finalement, vous êtes tout seul à faire vos trucs. Même si vous êtes entouré, mais au moment donné, la création, c'est vous.
Et donc, la pression, c'est vous. J'ai jamais été aussi seul que maintenant. Voilà. Malgré que tu sois entouré. J'ai plus de 1,8 million d'abonnés. Voilà. Pourtant, et des gens en agence qui s'occupent de toi, mais tu te sens seul. Ah ouais. Donc, c'est le premier sujet, c'est la solitude. Deuxième sujet, ça va être la compréhension de ce que tu fais avec des gens qui sont hors milieu. Et là, ça peut être aussi difficile. Et il peut y avoir des préjugés, parce qu'on entend plein de choses dans la presse aussi. Donc, ça peut être désagréable aussi sur ce côté-là. Et après, le vrai sujet, ça va être, le troisième sujet, c'est de se recentrer et en même temps de s'écouter. Ce qui est un vrai sujet que très peu de créateurs arrivent à faire, c'est de savoir s'écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller et ne pas aller. Parce que finalement, tu es dans un tourbillon. Si tu lâches prise, tu peux te retrouver dans 2 ans à faire complètement autre chose que tu n'auras peut-être pas voulu. Parce que tu as suivi, entre guillemets, le tourbillon qui t'a emmené là. Ah non, faut vraiment. Et ça, aujourd'hui, c'est le vrai sujet aussi, c'est de se canaliser un petit peu. Bien sûr. Pour bien continuer. Mais justement, tu te verrais où, toi, est-ce que tu sais déjà où tu te verrais dans 2 ou 5 ans? En fait, là, je crée dès maintenant mon avenir. D'accord. Parce que, je le vois, en fait, tu sais, quand je suis arrivé, pas dans cette agence actuelle, dans mon ancienne agence, quand je suis arrivé dans l'agence, il y avait tous les plus gros créateurs de contenu. Ceux que je suivais, ceux que j'admirais, j'idolâtrais même, parce que je suivais leur vie. Et quand je suis rentré dans l'agence, et que j'ai vu qu'ils étaient, je suis dans la même agence qu'eux, je leur ai parlé, etc. Et en fait, aujourd'hui, je te jure, allez, sur les 6 influenceurs, il en reste que 2. Les autres ont disparu, soit ont disparu parce que les réseaux sociaux ont décidé qu'il fallait qu'ils disparaissent, c'est-à-dire shadowban, plus de likes, plus d'engagement, plus rien. Ouais. Soit de même, ils ont pété un plomb, c'est ce qui est possible, et ils ont complètement arrêté. Et du coup, en partant de ce constat-là, je me dis hop, ok. Même si je suis sur une phase ascendante où j'ai beaucoup de collaboration, tout se passe bien pour moi, je prépare mon avenir, et du coup, j'ai décidé de me rapprocher des marques avec qui je travaille. Coucou, j'adore la collaboration, j'adore la publicité, j'adore la communication. Si demain éventuellement vous avez un poste qui se libère, n'hésitez pas à penser à moi. J'en ai parlé à 2 marques, et 2 marques qui ont répondu présentes. À la fois une qui m'a dit ok, franchement dès qu'il y a un poste qui se libère, on pense à toi, il y a pas de souci, mais pas de manière en mode je pense à toi, mais au final ils pensent pas à toi, c'est vraiment ils vont penser à toi. Et une autre où j'ai commencé à faire du consulting chez eux, mais c'est un premier pas. Tu vois, pour après mettre le deuxième, tu vois. Donc voilà, c'est un bon début. Donc potentiellement travailler en fait dans une marque, dans un pôle influence ou un pôle communication, en fait travailler dans les coulisses de ce que je fais actuellement. Ou même d'être un conseiller, je trouve ça une bonne position, tu vois, d'être un conseiller dans une marque. Parce qu'en général, dans les marques, tu as plusieurs niveaux. Tu as la direction marketing, communication, chef de projet digital, influence, social media, mais ils sont côté marque. Et d'avoir peut-être un conseiller en interne qui va les orienter sur des campagnes, sur des collabs, sur même des vrais collabs, tu vois, de création de produits ou de gamme de produits ou de choses comme ça, peut être intéressant pour eux d'avoir cet œil expert en interne. Tu vois. Potentiellement, ils ont fait une école de communication, de marketing, mais en vrai, ils n'ont pas appris ces métiers-là. Ce qu'on apprend en tant que créateur de contenu, on apprend des trucs de dingue sur les algorithmes, sur le tout, tu vois. Donc c'est une expérience une expertise que eux n'ont pas. Et donc si on peut leur apporter, moi j'ai commencé à faire des masterclass pour le groupe L'Oréal Luxe, qui pareil, ils connaissent leur métier. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est directeur communication du groupe, par exemple, de la marque Yves Saint Laurent, du groupe L'Oréal Luxe, elle connaît son métier par cœur, mais peut-être qu'elle connaîtra pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et c'est d'une importance primordiale aujourd'hui les réseaux, et encore plus avec le make-up, où principalement tout vient des réseaux. Donc c'est pour ça que j'essaie d'apporter déjà ma touche maintenant, faire mon nom, écrire mon nom un peu de partout, et t'as dit entre 2 et 5 ans? Ouais. Entre 2 et 5 ans, potentiellement travailler en tant que directeur communication, pourquoi pas directeur d'une marque, je sais pas, on verra. Ouais. Mais travailler dans les coulisses de ce que je fais maintenant. Très bien. Alors moi c'est clair, je trouve ça bien parce que c'est des questions qu'on doit se poser en tant que créateur. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un métier qui peut être éphémère. Bien sûr. Si tu n'y penses pas. Il y en a qui durent depuis longtemps parce qu'ils ont su pivoter ou réagir en fonction des algorithmes et des plateformes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se donner un objectif de carrière, entre guillemets, parce que ça peut pas être comme ça tout le temps. Bien sûr. Et on est à la mode aujourd'hui, puis le lendemain, on peut être remplacé par un autre, ou les tendances peuvent changer. Et puis le contact de la marque avec qui tu travailles le plus peut changer aussi. Et donc tu peux passer à la trappe. Ouais, la marque peut passer à autre chose.
Oui, et puis les marques évoluent aussi, donc Bien je pense sûr. qu'il faut savoir se positionner. Ouais. Et en plus, c'est souvent les Ça, marques, il y a un turnover important. Enfin, tous les 2-3 ans, ils changent de personnes. Donc souvent, si la nouvelle personne, elle te sent pas, elle passe sous ton tour, tu vois. Donc très important. Et comment tu vois aujourd'hui le monde de l'influence / créateur de contenu? On en a parlé un peu dans les soirées, donc ce monde d'opportunistes. Mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a une professionnalisation du secteur, ou par rapport à ce que tu as pu vivre avant ou maintenant? Bien sûr, parce qu'en fait, je vois que tout le monde, alors maintenant, ce créateur de contenu, je vois que les gens pensent que c'est un métier, et c'est un métier, et les gens le gravent un peu plus dans leur tête, et ça fait plaisir. Donc on va être dans une perspective où je pense que ça va vraiment s'ancrer. Tu sais, à l'époque, quand on disait ouais, t'es youtubeur, en fait t'es personne, c'est pas un métier, etc. Et maintenant, youtubeur, c'est un métier. Enfin, c'est devenu un métier bien avant que créateur de contenu, tu vois. Et maintenant, créateur de contenu, ça devient un métier avec les nouvelles lois dont on parlera après. Mais les nouvelles lois qui vraiment professionnalisent la chose. Enfin, à partir du moment où l'État, le gouvernement et les gens te considèrent ça comme un métier, du coup, tu te professionnalises. Donc, je pense qu'on est dans une bonne perspective. Attention aux dérives, toujours. Plus on limite la casse, mieux les gens nous considéreront, nous respecteront. Et peut-être que la prochaine fois, le dentiste ne rira pas en verra un créateur de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est hyper important, tu vois. C'est un vrai sujet. Et voilà, donc j'espère que les dérives vont se calmer. Et aussi dans une perspective où faut vraiment différencier influenceurs, télé-réalité, des créateurs de contenu. C'est vraiment deux choses différentes. De base, on met tout dans le même paquet, mais là, faut vraiment, je pense, diviser. Et voilà, donc j'espère que ça se calmera un peu tout ça et que ça deviendra vraiment un métier à 300%. Ouais, écoute, c'est à cause de eux, en tout cas la télé-réalité, qu'on a eu ces projets de loi sur l'influence commerciale. Bien sûr. Et c'est surtout grâce à Booba, qu'on remerciera jamais d'avoir crié et d'avoir fait quand même une campagne plus ou moins acceptée, mais en tout cas, qui a mis ce problème sur la table et qui a poussé Bercy à réagir, parce que c'était quand même un vrai sujet aussi de désinformation, de dropshipping. Enfin, il y a eu pas mal de pratiques commerciales qui sont interdites ou qui sont pas tolérées en tant que telles et dont Bercy s'est emparé. Mais effectivement, je pense que la télé-réalité, pour moi, de toute façon, on n'a plus quasiment d'émissions diffusées aujourd'hui sur la télé-réalité. Ouais. Il y a beaucoup de rediff. Donc, même les jeunes qui regardaient beaucoup ce genre de programme sont un peu lassés de ce genre de choses. Donc, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et malheureusement, c'est vrai qu'ils prenaient beaucoup de voilure parce que ils ont l'accès aux médias et donc on en parlait beaucoup. Et ils font tellement d'erreurs que finalement on retient que les erreurs. Et c'est ce qu'on mettait en avant dans les papiers, dans les médias, dans la télé, dans les émissions de radio. C'est eux qu'on mettait en avant avec leurs dérives, plus que les bonnes pratiques que vous pouvez faire et qu'on peut tous faire dans le métier, qui représentent quand même 99% des talents qu'on a aujourd'hui, qui respectent les bonnes pratiques. Et ce 1% qui est très médiatisé, quoi. Et en plus, on est dans une société où on retient que le négatif. Et c'est ça, hein, c'est dommage. Après, c'est comme ça sera toujours comme ça. Et donc, du coup, le négatif fait la une des journaux, mais le positif, on l'oublie un peu. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de cette nouvelle réglementation? Donc, il y a la loi sur l'influence commerciale qui vous oblige à certaines obligations quand il y a du Photoshop, quand vous êtes en vraie collaboration, même non rémunérée. Hein. Tu sais que même un voyage de presse doit être déclaré en tant que collaboration commerciale. Eh oui, je sais. Alors, moi, ce que j'en pense, alors j'ai rencontré Bruno Le Maire grâce à mon agence. J'ai pu lui poser une question que je vais vous poser également. Okay. La question, elle était très simple. J'ai dit, du coup, il y a des dérives. Voilà, c'est le titre de vos articles. Il y a des dérives dans l'influence. Mais est-ce que les dérives ne sont pas intimement liées? Enfin, c'est de la faute des créateurs de contenu, mais c'est aussi un peu de votre faute. Le fait qu'ils ne nous aient pas considérés avant, en vrai, c'est quelque chose d'humain. Dès que t'as une faille, dès que t'as une niche, tout le monde en profite. C'est logique. Ouais. Et au niveau des niches, on a connu ça toute notre vie. Il y a le public qui en profite, le gouvernement également profite des niches. On a bien vu les évasions fiscales, fut un temps, etc. Enfin, dès qu'il y a une niche, l'humain profite. Donc, du coup, est-ce que, au lieu de nous mettre la faute un peu pas sur nous, pourquoi on reconnaîtrait pas un peu la faute du fait que on vous a pas considéré avant et aujourd'hui on vous considère, plutôt que de dire que on est le problème à 300%. Donc déjà, c'est ça la question. Mais pour moi, je pense que on va dans le bon, parce que c'est hyper important. Tu sais, là, quand j'ai créé ma société, là récemment, je passais en statut de société, et il y avait pas d'appellation pour moi. J'avais pas de statut. Bah oui, il y a pas de fonds. Il y a pas, et du coup, déjà ça, c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, vous, au gouvernement, vous n'aimez pas le à peu près. La loi n'aime pas le à peu près. Mais du coup, quand j'ai créé ma société, j'ai dû faire du à peu près.
parce que sinon j'aurais fait les choses pas correctement. J'aurais pu louper des déclarations, j'aurais pu faire plein de choses négatives. Bah oui, selon ce que tu mets dans tes statuts, tu peux être dans un coin, dans un camp ou dans un autre. C'est ça. Et donc du coup, déjà c'est une bonne perspective sur le fait qu'on va être un peu plus droit et il y aura plus de à peu près. Donc maintenant, t'as une case, t'as un statut créateur de contenu. Il y a un statut créateur de contenu qui va se créer ou influenceur, je sais plus c'est quoi le terme exact. Qui est pas encore créé, mais qui va pas encore créé, qui va arriver. Et du coup, on va devoir switcher. Maintenant, je crois que je me suis mis en maquilleur professionnel. Enfin, je sais plus. Bah oui, il faut trouver un sujet. Ouais, j'ai trouvé une sorte de sujet qui puisse me caler le mieux. Et pour l'instant, ça va. Ensuite, pour tout ce qui est hashtag, collaboration rémunérée, non rémunérée, je trouve ça bien, mais faut pas aller dans l'excès. C'est-à-dire que là, dans chacune des stories, tu mets hashtag collaboration. Là, je suis allé à Lollapalooza. Ouais. J'ai fait 6 stories sur Lollapalooza. J'ai dû le mettre à chaque fois. Et c'est quand je me disais ça en plus hier ou avant-hier, je me suis dit en fait, faut pas prendre les gens comme des abrutis. C'est-à-dire là vraiment, les gens on les considère comme des bébêtes qui n'arrivent pas à faire la distinction en fait sur le fait qu'on est invité, à partir du moment où tu mets plein de arrobas, par exemple moi je suis invité par Live Nation, @LiveNation, @Lollapalooza FR, hashtag Lollapari. Enfin, tu comprends un peu, t'arrives à t'en douter ou le mettre une fois. Et puis là il y a rien de dangereux. C'est une invitation. C'est une invitation, tu vois. C'est pas, je pense qu'au début, la loi était aussi pour prévenir des dérives, mais là. Mais un peu excessive. Et aussi, tu sais, le truc, je sais pas si tu dois connaître beaucoup plus que moi, mais le fait que maintenant, on doit déclarer tous nos giftings, tous nos produits offerts. Mais du coup, c'est-à-dire que je vais déclarer des produits que j'ai eu gratuitement. Tu vois. Enfin, et tu déclares la valeur du produit. La valeur du produit. Donc, il faut que tu te renseignes aussi sur la valeur. C'est la marque maintenant va devoir envoyer la valeur du produit. Tout en sachant que, et une remarque assez pertinente que quelqu'un a fait à poser à la question, à poser à la conférence avec Bruno Le Maire. Mais du coup, vous, monsieur, quand vous partez en Inde, etc., votre voyage, vous le déclarez? Il me dit, mais non, pour nous, c'est pour le travail. Et vous aussi. Et c'est pour le travail. Les produits que je reçois, c'est pour le travail. C'est que les marques veulent un retour dessus. Là, récemment, il y a Florence by Me, c'est une marque qui m'a dit, OK, on t'envoie les produits, t'es même pas obligé de nous faire des stories, on veut juste que tu testes et que nous dises ce que tu en penses. Du coup, maintenant, derrière, c'est notre travail en tant que, dans le maquillage, surtout, c'est hyper important de tester les produits. Donc ça, je trouve ça un peu excessif. Là, c'est le trop. Ouais, et en même temps, t'as une partie des leaders d'opinion qui sont les journalistes, qui eux n'ont pas cette obligation. Tu vois. Et quand ils partent à l'île Maurice tester un nouvel hôtel, il n'y a pas marqué relations commerciales dans l'article, même s'ils font un article non sponsor, mais quand même, ils peuvent être influencés aussi et ils disent pas voyage payé par la marque. On le fera parce qu'on doit le faire, mais c'est qu'avant on n'avait rien. Ça peut se réguler, ça peut-être. On peut trouver toujours une solution, tu vois. Mais avant on n'avait rien, on n'avait aucune loi, et maintenant on a tout, on a trop. Donc on a peut-être dû trouver le juste milieu et un peu plus. Je sais pas, je crois qu'en plus il avait fait des salons d'écoute où les influenceurs venaient, ils lui parlaient, ils racontaient. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été retenu parce que rien que le fait des voyages de presse. Enfin, déjà, là, les voyages de presse à déclarer, les giftings à déclarer. Et je crois que t'as reçu Alexis, je crois. Ouais. Et Alexis, par exemple, qui du coup, est un influenceur food. Il lui a dit de déclarer le prix du repas. Voilà, exactement. Du coup, je dois déclarer les prix du repas. On doit compter le grain de riz, le plat. Enfin, c'est l'excès. C'est l'excès. Mais du coup, tu dois le déclarer où? Dans la fiche d'impôt. Dans ta fiche d'impôt? Mais alors? Où, comment, on sait pas encore. Ouais, après, qui va vérifier, hein? C'est ça, mais bon, tu sais quoi. Tu peux le faire, mais je sais pas si t'as quelqu'un qui va vraiment vérifier que t'as reçu 4 produits versus 5. Alors, il a dit qu'à la rentrée, il allait avoir 10 personnes au service des fraudes qui va être dédié à ça. Mais 10 personnes sur les milliers d'influenceurs, mais bon. Non, et puis je pense qu'ils vont traquer surtout les vraies dérives commerciales, tu vois, c'est-à-dire le dropshipping, les arnaques, la crypto-monnaie. Ça, c'est très important, par contre. Ça, par contre, c'est normal. Je parlais du négatif, mais ça, c'est positif, du fait que faut arrêter de mentir aux gens. Quand tu vends un produit, en fait, tu l'as trouvé sur AliExpress et tu le revends, ça craint. Je sais même pas comment on peut se regarder dans un miroir et faire ça. Franchement, c'est chaud. Non, mais après, en plus, ce qui est, je trouve de cette loi qui est très bien, parce que ça encadre et ça informe certains créateurs qui n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire. En même temps, c'est un rappel de la loi, parce que depuis très longtemps, tu dois quand même déclarer les voyages, dire que tu es en relation commerciale. Que dire, tu vois? Oui, mais pas sur tous les contenus, mais au début. Okay. Donc, tu devais signifier relation commerciale dès qu'il y a une approche entre la marque et le créateur, que ce soit verbal, écrit, rémunéré ou non rémunéré. Et en même temps, certains sujets comme l'alcool, comme les jeux, comme tout ce qui est services financiers, étaient déjà interdits de communication. Donc, t'es déjà encadré. Sur l'alcool, c'est la loi E20. Donc voilà, tu dois te conformer à la loi E20. Je me suis fait taper par la loi E20. Voilà, tu vois, c'est des lois qui existent depuis très longtemps, mais que quand tu fais de la communication sur de l'alcool, tu dois respecter la loi E20. Et ça, c'est depuis le début. Enfin, c'est depuis. Mais là, la loi existe, mais personne ne savait vraiment. Très bien, voilà, c'est un rappel à la loi. J'ai été invité par Heineken, donc abus d'alcool. Attention,
avec modération. Toujours. Et j'étais invité par Heineken au concert d'Aya Nakamura et j'ai pris une photo parce que dans les loges de l'Accor Arena, il y a un mur de bière et je me suis pris en photo dessus. Oh, j'ai reçu un mail menaçant. Laisse tomber. Et du coup, j'ai dit mais plus jamais je monte d'alcool parce qu'en fait c'était une menace de poursuite judiciaire, tu vois. Bien sûr. Sauf que du coup, mais apprenez-moi. Plutôt que d'être dans l'attaque, apprenez-moi. Oui, c'est ça. Faisons des ateliers pour. Apprenez-moi. Moi, j'aurais, enfin, si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait. Ton agence doit le faire maintenant. Enfin, j'imagine. Maintenant, au-delà de ça, qu'elle peut le faire, maintenant, je sais. Ouais. Non, mais c'est très compliqué, l'alcool. Ouais. On refuse ici les sujets d'alcool et les sujets de tabac, cigarettes. Parce que même les vapoteuses, tu vois, c'est compliqué aussi, c'est le même projet. Mais c'est important que tu dis le rappel à la loi. Le rappel à la loi, c'est important, ouais. Ça rappelle à ceux qui l'ignoraient que la loi existe partout et n'importe quand. Exactement. On arrive à une partie de l'interview où je te donne des mots. Okay. Et tu m'en donnes un autre. Association d'idées. Donc, si je te dis créateur. Réseaux sociaux. Influence. Business. Make-up. On fleek. Barbie. Ken. Quel accessoire de Barbie? Voilà. Dubaï. Honte. Très bien. Bah, écoute, tu vois, Dubaï, ils ont dépensé des millions d'euros pour se faire une belle réputation. Et ils ont été un peu cramés grâce à 15 mecs qui sont partis là-bas s'installer et qui ont cramé leur réputation. Parce que tu vois, Dubaï, maintenant, c'est devenu pestiféré. Mais maintenant, quand tu dis que t'habites à Dubaï, t'es là, mais t'es un escroc. C'était wow. Ouais, t'es un escroc. Ouais, t'es un escroc, du coup, maintenant. Tous les gens qui habitent à Dubaï sont des escrocs. Maintenant, t'as l'Arabie Saoudite qui arrive pour essayer de remplacer Dubaï dans le côté tourisme, tu vois. Mais ça va être pareil, à mon avis. Tous les créateurs de contenu français reviennent en France. Hein. C'est ça. Bah, écoute, on les accueille. Ou pas. Question de closing pour moi dans l'interview. Est-ce que tu as un gros projet qui arrive bientôt, dont tu peux nous parler, évidemment? Alors, déjà, de manière générale, au vu de mon contenu, tiens, ouvrir un podcast, potentiellement, pour parler de la beauté masculine et féminine. Ouais, ça n'existe pas. Enfin, il y en a très peu, je sais pas si ça existe, mais j'aimerais en parler de manière libre et sans complexe, voilà. Parce que je pense que les gens ont besoin d'être guidés et que ce soit en podcast, sur des vidéos, sur des photos, peu importe où on peut être, il faut y être. Et en plus, j'ai la blablate facile. J'ai une maladie qui est de parler beaucoup. Hein. Donc ça me plaît beaucoup. C'est parfait pour le sujet. Moi, j'adore. Ça intensifie quelque chose qui est important pour moi, des concours. J'essaie de trouver un nouveau système dès la rentrée pour offrir de plus en plus de contenu, de cadeaux. Les gens en ont besoin et je vois les messages des gens dans mes commentaires. C'est une misère d'en trouver le bon système. Là, je suis en train d'élaborer, je suis en train de trouver la meilleure chose pour leur faire gagner. Il y a dans très peu de temps un manga avec e-enfance, du coup. D'accord. Pour rebondir un peu. Avec e-enfance, l'agence Little Sparkle et aussi les éditions Dupuis, qui tous les trois sont associés pour faire un livre, un manga, en 4 tomes, représentés par 4 créateurs de contenu différents. Donc en premier, on a Lou la chanteuse, on a Valviti qui fait des TikTok sur des POV, moi en 3e tome, et 4e tome, une gameuse qui s'appelle Pinku Kiwi. Et chacun représente un tome qui lutte contre le harcèlement, mais sous toutes ses formes. D'accord. C'est-à-dire Lou, ça sera plus tout ce qui est harcèlement sexiste, du fait qu'elle est une femme et voilà, va se faire embrouiller parce qu'elle est une femme. Ensuite, on a Valviti qui va être assez drôle, mais enfin c'est pas assez drôle, mais qui est atypique. Il sera en harceleur. Donc on va l'harceler à l'harceleur. Lui, il était harceleur et il revendique ça et justement il veut se mettre en tant qu'harceleur pour dire que je l'ai été, mais ne soyez pas. Ça peut arriver. Ouais. Moi, évidemment, l'homophobie, on est dedans. Et puis Pingu Kiwi sera plus du coup dans l'univers du stream, du e-sport, comment ça se passe, etc. Donc voilà, c'est un beau projet et tout en bénévole. Évidemment, tout est en bénévole, donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est un beau projet, ça. Et j'espère, au plus profond de moi-même, je suis un peu celui qui parle de plus en plus des collections de make-up. Pourquoi pas créer ma collection de make-up? Oui, c'est ce que j'allais dire. Avec une marque. Voilà. Dans un des projets à 2-5 ans, ça peut être aussi très intéressant. Une voie de développement, quoi. Mais c'est déjà en discussion, donc j'espère que ça va se... Bon, on croise les doigts, on en parlera quand ça sortira. On touche du bois, mais s'il n'y a pas du bois autour de nous. Voilà, on touche la tête. Et alors, est-ce que tu auras un conseil pour un jeune créateur qui débute aujourd'hui? Ne cherche pas à être créateur de contenu. Si tu dois l'être, tu le sauras. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. J'ai un ami à moi qui s'efforce tant bien que mal pour l'être. Et je lui dis, mais force pas. Mais. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, quoi. C'est-à-dire que et puis ça s'apprend pas, en fait. C'est pas une mécanique. Ça prend pas. Donc, attends, laisse faire et ça arrivera.
Et au pire, si c'est pas créateur de contenu, c'est pas la fin du monde. Je veux dire que, tu es en face de moi, tu n'es pas créateur de contenu et t'as bien réussi ta vie pour autant. Donc, il y a pas forcément besoin d'être créateur de contenu pour réussir sa vie. On a l'impression que c'est un truc à la mode et en même temps, ça attire beaucoup de jeunes aussi, jeunes et moins jeunes, mais qui pensent que c'est facile et en même temps qu'on peut gagner des centaines de milliers d'euros facilement. Mais beaucoup moins maintenant avec les nouvelles lois. Non, oui, t'as raison. Ça va être plus compliqué. Super. Si jamais tu te retrouves sur une île déserte en plein Pacifique, qu'est-ce que tu prendrais avec toi comme une série télé? Franchement, je suis très lambda, très classique. Les Simpsons. Les Simpsons, c'est inarrêtable. T'as un paquet. tu peux rester longtemps sur ton île. C'est sans souci, ça. Voilà, franchement, ça me va. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière ce micro? Alors, c'est toujours dans le monde de la beauté. Elle s'appelle Mathilde KST. D'accord. Et elle m'a beaucoup étonné. Franchement, elle m'a même étonné beaucoup. En fait, elle a percé, mais quand je te dis percé, un truc de ouf. Des millions, 1 million par jour. En fait, elle fait des Get Ready With Me. Elle commence sa vidéo en disant, bon, je vais maquiller. Et elle fait des millions à chaque vidéo. Et en fait, personne l'a vu venir. Et en fait, elle est l'exemple elle est passée de tout à rien en 2 semaines. Vraiment en 2 semaines. Elle est passée il y a 2 semaines, on la connaissait pas. 2 semaines après, invitée dans tous les événements Sephora, Kiko, toutes les marques de make-up veulent travailler avec elle. Les grandes marques comme Yves Saint Laurent. Le luxe, pour obtenir le luxe des marques, c'est chaud, tu vois. Chaud. Elle a tout obtenu en 2 semaines. Donc, comment elle a vécu ça? Qu'est-ce que les marques l'ont... Elle a fait le tour des agences aussi. Pour trouver sa bonne... Toutes les agences voulaient d'elle. Elle a fait 10 agences pour trouver la bonne. C'est-à-dire 10 agences voulaient d'elle, tu vois. Donc, comment elle a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle s'en sort? C'est fou. Elle est l'exemple de TikTok peut changer ta vie en 2 semaines. C'est fou, ça. Écoute, je compte sur toi, pour le coup. Bien sûr. Tu me mets en relation et on la reçoit avec plaisir parce que c'est une success story qui est intéressante, qui peut expliquer aussi que ça peut arriver pas à tout le monde. Alors, du coup, là, on va jouer tous ceux qui veulent devenir créateurs vont se dire je peux y arriver, mais en tout cas, j'imagine que c'est pas si facile et elle me disait qu'elle faisait un minimum de talent pour y arriver, quoi. Elle se faisait les gens se moquaient d'elle. Elle arrivait à son école, les gens se moquaient d'elle. Ah, tu fais des vidéos sur TikTok, mais la honte et tout. Et 2 semaines après, elle a percé. Et maintenant, je sais pas si elle fait ses études encore. Mais bref, du coup, maintenant, elle a une success story incroyable. Elle est l'exemple du jour au lendemain, tu t'attends à rien. Elle faisait ses vidéos elle-même toute seule. Du jour au lendemain, tu peux être invité par toutes les marques. Et faire en 3 ans. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Et cette année, j'obtiens, par exemple, les marques de luxe, tu vois. En 3 ans. Elle a eu en 2 semaines. Wow. Tu vois, c'est fou. Écoute, avec plaisir, en tout cas. Merci Je t'en prie. Pour le tips et pour l'introduction que tu vas nous faire. Y a pas de souci. Écoute, j'étais ravi de t'accueillir et de faire parler aussi sur ton métier, ta passion, parce que c'est rare pour un créateur de pouvoir aussi parler de ce qu'il fait et de ce qu'il aime dans ce métier. Enfin, on va appeler ça un métier, mais en tout cas dans cette passion. Donc, merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt. À bientôt et merci à toi de m'avoir reçu. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse.